Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fragilité des banques européennes. On a plusieurs d'entre elles, comme Credit Suisse ou Deutsche Bank, qui ont pas mal fait parler d'elles ces derniers jours. Leur cours de bourse est vraiment au plus bas en ce moment. Il y a un certain nombre de craintes du marché, de craintes de faillite du marché vis-à-vis de ces banques. Donc on va regarder ça en détail dans la vidéo. D'abord, on va essayer de comprendre exactement ce qui se passe, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation. Ensuite, quels sont les risques véritablement qui pèsent sur ces banques? Et enfin, je vous donnerai mon opinion sur l'évolution possible et notamment les réponses possibles des gouvernements et des banques centrales si jamais la situation se dégrade. Allez, on y va, c'est parti. Pour comprendre la situation, on va regarder dans un premier temps les cours de bourse. Alors d'abord pour Crédit Suisse. Donc là, vous avez l'évolution du cours de Crédit Suisse depuis à peu près les années 2009. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, on a une tendance continue à la baisse. Alors vraiment très très claire. Si on regarde sur une plus longue période, on voit que cette tendance baissière, elle s'est déclenchée à peu près ici, autour des années 2008-2009, et elle n'a pas cessé depuis. Si on zoome ici, on voit qu'on est aujourd'hui vraiment au plus bas au niveau du cours de bourse. De la même façon, si on regarde Deutsche Bank, donc là, vous voyez que à peu près, là, on a une même tendance baissière qui s'est déclenchée à peu près ici dans l'année 2009. Et depuis, bien cette tendance baissière n'a pas été rompue. On avait eu une petite remontée là, mais de nouveau, on repart quasiment vers les niveaux les plus bas qui avaient été atteints au moment du début de la crise du Covid. Alors si on regarde maintenant un autre indicateur qui est vraiment l'indicateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le CDS. Donc CDS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Credit Default Swap. Donc globalement, ça correspond à une assurance, au prix de l'assurance que vous devriez payer si vous voulez vous assurer contre la faillite de cet établissement bancaire, le Crédit Suisse, et ceci au cours des 5 prochaines années. Donc c'est ça le principe et c'est ce qu'on voit ici. Et donc le coût de cette assurance est en train de flamber en ce moment. Donc on est notamment depuis début octobre. Si on dézoome un petit peu, on voit que pour Crédit Suisse, depuis 2017, on n'avait jamais atteint des niveaux aussi élevés. Maintenant, si on regarde la même chose pour Deutsche Bank, on a la même chose ces derniers temps, depuis le début de l'année 2022 et surtout depuis début octobre, on a une flambée de ce CDS. On avait déjà atteint des niveaux très élevés comme ça quand la situation avait été très tendue fin 2018. Voilà, donc pour vous faire une idée des volumes qui sont en jeu aujourd'hui sur ces deux banques, on peut comparer avec Lehman Brothers. Lehman Brothers, juste avant de faire faillite, détenait comme actif 600 milliards de dollars. Et si on combine Credit Suisse et Deutsche Bank aujourd'hui, on est à 5 fois plus. On est à 2800 milliards de dollars. Voilà, donc ça vous permet de vous faire une petite idée de la déflagration qu'on pourrait avoir si jamais on a une faillite combinée de ces deux établissements. Donc là, on a vu seulement deux banques européennes, mais en réalité, la problématique est la même dans l'ensemble du secteur bancaire européen. Là, je vais vous montrer un indice des 600 plus grandes banques européennes. Donc c'est le SX7P. C'est le nom le ticker de cet indice. On a l'évolution depuis les années 2000 à peu près. Donc vous voyez qu'il y a véritablement une rupture pendant la grande crise financière en 2008, ici. Il y a eu un petit rebond ensuite, mais depuis, il y a une tendance baissière qui ne cesse de continuer. Donc là, on a eu des points bas qui ont été atteints en dessous de 100 pour cet indice. Là, aujourd'hui, on est un petit peu plus haut, on est à 119. Mais vous voyez que la tendance est toujours la même. On est vraiment sur les plus bas historiques de cet indice. Donc tout le secteur est touché en Europe. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé au niveau de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc là, pour bien comprendre, je vais vous passer tout de suite un extrait d'un discours assez connu de Mario Draghi. C'était en juillet
2012. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. C'est un discours très célèbre, hein, ce discours prononcé par Mario Draghi. Donc globalement, ce qu'il dit, c'est que il précise d'abord qu'il va respecter, bien entendu, le mandat qui lui a été donné. Il était donc alors président de la BCE, mais tout en respectant ce mandat, ils vont faire tout ce qu'il faut, pour préserver l'euro. On peut comprendre que c'est pour sauver l'euro. Donc cette déclaration a été faite eh bien à la fin justement d'une phase qu'on appelle la crise de l'euro. Donc c'était dans les années, ça a commencé en 2010 jusqu'en 2012. C'est vraiment une période pendant laquelle eh bien, on a eu des hausses très fortes de spread de taux, par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie. On pensait vraiment qu'il risquait d'y avoir une explosion de la zone euro. Voilà. Et donc, ils ont décidé, la Banque Centrale Européenne, eh bien, de sauver l'euro. Donc là, pour comprendre ce qu'ils ont fait, vous pouvez regarder l'évolution des taux d'intérêt directeurs. Donc juste après, donc l'annonce a été faite ici, en juillet 2012. Et donc, la Banque Centrale Européenne a envoyé les taux vers zéro, donc ici, pour les amener après quasiment, enfin totalement à zéro. Ils sont restés à zéro pendant de nombreuses années. Voilà, donc je vous montre où ça se situe au niveau de l'évolution du cours des banques. Donc c'était cette annonce à ce moment-là. Donc voilà, le cours des banques c'est pas relevé suite à cette annonce. Au contraire, hein, la tendance baissière a continué sur le long terme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette annonce, cette décision hein, de la BCE, d'abord, on le voit dans les paroles de Mario Draghi, il est un peu embêté parce qu'il sait que le mandat normalement de la Banque Centrale Européenne, c'est uniquement de contrôler les prix. Et il sait aussi que des politiques aussi agressives, accommodantes, comme celles qu'ils ont fait, hein, d'envoyer les taux à zéro, eh bien ça peut aller à l'encontre au final de cette politique qui vise normalement à contrôler surtout l'inflation. Donc là, ce qui s'est passé globalement, c'est que les taux étaient tellement bas que eh bien, les banques ne pouvaient plus faire de marge hein, avec des taux aussi bas. Et donc ça a cassé, pendant une durée aussi longue, hein, ça a cassé le business model des banques. Il faut bien comprendre aussi que ces taux-là, c'est des taux qui sont artificiellement bas. Ce ne sont pas des vrais prix, c'est des faux prix en réalité. Pour vous donner un exemple, quand les obligations, enfin quand les taux ici directeurs étaient à zéro, on avait des obligations cotées sur le marché, notamment les obligations allemandes, qui offraient un rendement négatif. Ce qui est un rendement négatif, c'est quelque chose d'aberrant, mais ça a eu lieu, ça s'est passé pendant plusieurs années, et ça a créé eh bien une bulle sur ces obligations, puisque vous savez qu'on a une relation inverse entre la valeur d'une obligation et son rendement. Donc là, on avait des rendements qui étaient extrêmement bas, et donc la valeur de l'obligation était anormalement haute. C'était un faux prix pour cette obligation. Et d'ailleurs, au cours des derniers mois, on a cette bulle qui est en train de se dégonfler, hein. J'ai fait une vidéo dernièrement sur le crack obligataire. Donc voilà, on a un dégonflement assez rapide de cette bulle obligataire. Il me semble assez intéressant d'essayer de comparer le crack qu'on a aujourd'hui sur les obligations au crack qu'on a eu en 2008. En fait, en 2008, on a eu un crack qui était lié au subprime, c'est-à-dire à de la dette privée, liée à de l'immobilier. Et aujourd'hui, on a basculé sur un problème qui est lié aux dettes souveraines. Donc en fait, quelque part, on avait une bulle et moi je pense personnellement qu'il y avait un problème sur le marché financier et ce problème n'a pas vraiment été résolu. Il s'est transféré en fait d'un actif, la dette privée, vers un autre actif qui est la dette publique. Et aujourd'hui, c'est cet élément-là qu'on commence à voir, cette bulle-là qu'on commence à voir se dégonfler.
Et il y a une différence significative à bien avoir en tête entre ces deux classes d'actifs, c'est que quand on est sur de la dette privée, là, les gens qui la détiennent savent pertinemment qu'il y a un risque, ils ne considèrent pas que c'est un actif extrêmement sûr, ils savent qu'il y a un risque. Alors que sur la dette souveraine, ben là c'est un peu plus gênant parce que dans énormément de montages financiers, dans énormément de produits financiers, ces actifs-là, les dettes souveraines, sont choisis justement parce qu'elles sont considérées par la plupart des investisseurs comme des placements extrêmement sûrs, et qui sont pas censés varier beaucoup, qui doivent apporter de la stabilité et de la sécurité dans un portefeuille financier. Et c'est vrai que bah, compte tenu de ce qui commence à se passer au Royaume-Uni, il est assez difficile de dire que ce sont des actifs peu risqués. Je vais vous donner un exemple là. On a un indice qui s'appelle le Bloomberg UK Gilt 15+. Donc c'est en fait un indice qui montre la valeur d'obligations à 15 ans ou plus, des obligations souveraines de l'État donc du Royaume-Uni. Et donc là, sur les 2 dernières années à peu près, on a eu une baisse énorme de cet indice. Donc là, si on part du point le plus haut qui avait été atteint en 2020, eh bien aujourd'hui, on est tombé d'à peu près 55%. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. C'est-à-dire que l'actif qui est détenu par énormément de gens qui sont censés faire des placements prudents, l'actif principal, eh bien, a baissé de 55%. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est à mon avis tenable, hein, pour des fonds de pension, par exemple, qui sont censés verser de manière régulière des pensions, en plus en respectant, en suivant l'inflation. Donc on voit bien que là, on est quand même dans une situation assez compliquée pour ces gestionnaires long terme. Si on regarde maintenant les indicateurs sur la stabilité du système financier européen, c'est vrai que en dehors des crédits de default swap que j'ai montré sur les certaines banques européennes qui sont parties très fortement à la hausse, en dehors de ça, on n'a pas vraiment d'indicateurs inquiétants pour l'instant. Ce qu'on regarde souvent, c'est le spread de taux d'abord entre l'Italie et l'Allemagne. Et donc vous voyez qu'on est remonté un petit peu ces derniers temps. Là, on est à 236 points de base, mais on est encore bah, largement inférieur au sommet qui avait été atteint pendant la crise de l'euro en 2012. Autre indicateur de tension hein, sur le marché, dans le secteur financier, c'est donc le spread de taux entre les obligations corporate BAA et les obligations AAA. Donc ça, c'est souvent un indicateur, hein, on l'avait vu beaucoup dans la crise de 2018, un indicateur de très forte tension dans le secteur bancaire. Et bien pour l'instant, c'est vrai on est reparti un petit peu à la hausse, mais voilà, c'est pas des niveaux encore qui sont extrêmement inquiétants. Les risques qui pèsent sur le secteur bancaire sont principalement de deux natures. Vous avez d'une part un risque qui est lié au fait que des prêts qu'ont fait les banques ne seraient pas remboursés, donc ça c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est un risque lié aux possibles conséquences de produits dérivés dans lesquels certaines banques sont impliquées et qui pourraient générer en cas de crise des pertes très importantes pour ces banques. Donc si on commence par le premier risque, le non-remboursement de prêts, on peut regarder par exemple un indicateur qui est le spread de taux entre les obligations à haut rendement et les obligations de l'État américain. Donc c'est cet indice ici. Donc effectivement, quand il part à la hausse, ça veut dire qu'on a des risques très importants de pertes sur des obligations d'entreprise. Et donc là, vous voyez que on était pendant la crise de 2008, on était quand même parti à la hausse à des niveaux beaucoup plus élevés que les niveaux actuels. Les niveaux actuels, on est autour de 5, donc ça correspond à peu près au niveau qu'on avait fin de l'année 2007 si on compare à la précédente crise financière. Donc on n'est pas encore à des niveaux qui sont très inquiétants à ce niveau-là. Il faut quand même faire attention parce que eh bien, ce non-remboursement
c'est souvent la conséquence hein, donc d'une économie qui va bien, qui va pas bien, qui est en récession, où il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Et c'est vrai que par exemple en France, en ce moment, on voit arriver quand même une certaine vague hein, de défaillances d'entreprises. Ça, c'est un rapport qui vient de sortir sur le troisième trimestre 2022 et on voit que le nombre de défaillances d'entreprises est quand même en hausse très forte de 69%. Donc c'est un niveau qui a jamais été observé hein, depuis 25 ans. Alors c'est vrai que c'est partiellement dû au fait qu'il y a un arrêt des aides qui avaient été apportées aux entreprises pendant toute la période Covid. Voilà, mais néanmoins, on est quand même dans une phase en ce moment hein, de défaillance qui augmente et qui pourrait continuer à augmenter compte tenu de la crise énergétique qu'on a en Europe, mais qui fait que certaines entreprises n'arrivent plus à produire de façon rentable ou peut-être vont même décider de se délocaliser parce qu'elles n'arrivent pas à être rentables avec des prix de l'énergie aussi élevés. Donc ça, c'est le premier risque, hein, le non-remboursement de prêts. Et le deuxième risque, c'est un risque lié aux produits dérivés. Donc pour vous donner une idée, alors là, les montants sont vraiment gigantesques, hein. Donc il y a une étude qui a été faite ici au niveau de l'Union européenne, et donc il a été évalué que les produits dérivés, le montant notionnel de ces produits dérivés, c'est-à-dire le montant des sous-jacents, de l'exposition en termes de sous-jacents, c'était donc 680 000 milliards d'euros. Voilà, c'est vraiment des montants absolument gigantesques. C'est un marché voilà, extrêmement développé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la décomposition de ce marché entre les différents types de produits. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que la partie en mauve, c'est vraiment la partie la plus importante. Ce sont des produits dérivés qui sont liés au taux d'intérêt, hein. Interest rate, c'est 82%. Donc c'est vraiment de loin la catégorie la plus importante de ces produits dérivés. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est justement dans cette catégorie que se trouvent les produits dérivés qui sont utilisés par les fonds de pension britanniques, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien. C'est donc des produits dérivés hein, sur lesquels qui génèrent quand même en ce moment un certain nombre de problèmes au Royaume-Uni. Ça s'appelle des swaps qui permettent aux fonds de pension de faire un petit peu plus de rentabilité. Voilà, et donc c'est assez logique hein, que on ait un pourcentage ici qui soit aussi élevé parce que c'est utilisé hein, par un certain nombre de fonds de pension et forcément les fonds qui sont gérés par ces institutions sont en termes de taille énormes, hein. Ça correspond à la retraite des personnes qui ont investi, donc il y a vraiment des montants qui sont absolument énormes, dont une partie significative est investi dans des obligations. Et ensuite, la deuxième partie importante, 11%, c'est les currency. Donc ça veut dire que c'est des produits dérivés qui sont globalement des instruments de couverture de change, alors beaucoup utilisés par les entreprises qui travaillent à l'international, bien sûr, mais ça peut être également utilisé par justement des fonds de pension qui eh bien, investissent dans différentes devises. Si vous avez par exemple un fonds de pension qui a une monnaie de référence en euros, mais qu'il a eh bien, des obligations en US dollars, eh bien à ce moment-là, il va éventuellement acheter un produit financier qui aura une couverture contre le risque de change entre le dollar et l'euro. Et donc l'instrument de couverture, en réalité, c'est un produit dérivé qui est dans cette catégorie currency. Alors, quelles sont les perspectives pour ce secteur d'activité? Donc, on a vu que le business model des banques européennes n'est pas rentable aujourd'hui. Donc, il y a deux possibilités, hein, deux options pour les gouvernements et les banques centrales. D'une part, la première option, ce serait de laisser eh bien, des banques, certaines banques, faire faillite. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, on aurait des particuliers, des entreprises qui pourraient perdre de l'argent, hein, c'est-à-dire dans leurs comptes courants, dans les comptes qu'ils ont dans ces banques. Et effectivement, la deuxième option, c'est eh bien, via l'impression monétaire, via la planche à billets, de venir au secours des banques et de les sauver. Donc la première option, juste pour se focaliser, c'est une option qui me paraît extrêmement peu
probable. Pourquoi? Parce que d'abord, ça serait très difficilement acceptable par les populations et les entreprises. Ce serait vraiment très mal vu, surtout dans une situation où sans doute on aura une récession, on aura une crise de l'énergie, donc ça sera très difficilement acceptable d'un point de vue social. C'est pour ça que ça me paraît extrêmement peu probable. Pour ce qui est de la deuxième option, donc la deuxième option, on utilise la planche à billets. Donc là, quelque part, enfin, c'est une option dans laquelle les particuliers et les entreprises ne perdent pas d'argent hein, sur leur compte. Ce sera simplement fait avec, enfin, ça sera compensé par plus de dettes émises par les États. Donc là, il y a deux options. Ou bien il y a vraiment un sauvetage complet des banques, c'est-à-dire que les actionnaires ne perdent pas d'argent, ou alors il y a simplement des fusions entre banques qui sont décidées. L'alternative, c'est toujours dans ce deuxième scénario eh bien de passer par une étape de nationalisation. Donc là, les actionnaires perdent, les actionnaires actuels des banques perdent leur mise. On passe par une étape de nationalisation, puis ensuite, un peu plus tard, une reprivatisation, une fois que la situation s'est assainie. Donc ça, c'est les deux options, à mon avis, qui sont possibles. Je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements et les banques centrales on commence à s'habituer hein, vraiment à utiliser ce mécanisme de planche à billets, donc de création un peu infinie d'argent magique pour résoudre tous les problèmes. C'est ce qui est fait en ce moment par la Banque d'Angleterre pour sauver les fonds de pension. Et donc, à mon avis, c'est également l'option qui sera suivie pour sauver les banques. Par ailleurs, si on laisse une ou plusieurs banques faire faillite, eh bien là, on a un risque vraiment systémique de justement faillite en cascade et également de conséquences imprévues liées à des produits dérivés. On a vu que les montants notionnels étaient gigantesques et donc des faillites bancaires pourraient déclencher des pertes absolument énormes liées à ces produits dérivés. Donc pour cette raison-là, je pense vraiment que c'est pas une option qui sera envisagée par les gouvernements et les banques centrales. Une des conséquences d'encore plus de création monétaire, eh bien, ce sera encore plus d'inflation, ou alors en tout cas un niveau d'inflation qui restera assez élevé. Moi, c'est personnellement mon hypothèse pour les années à venir. Je pense que l'inflation restera pendant un bon moment assez élevée. Je pense également que c'est une situation qui peut convenir au gouvernement, d'abord parce que à court terme, ils pourront toujours dire que ce n'est pas de leur faute et rejeter la responsabilité sur d'autres choses, que ce soit une guerre ou des problématiques d'approvisionnement, que sais-je. Et par ailleurs, c'est aussi une situation dans laquelle, si on n'est pas en hyperinflation, mais au bout de quelques années, avec de l'inflation, bah, ça peut faire diminuer le poids de la dette par rapport au PIB. Donc, c'est à mon avis une situation qui est effectivement acceptable pour les gouvernements. Quelles sont les conséquences de tout ce que je viens de vous dire sur la gestion de votre patrimoine? Alors, premièrement, il y a les conséquences en termes de choix d'une banque, la banque dans laquelle vous allez bah, stocker un petit peu d'argent. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que globalement, compte tenu de ce que je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y ait de risque de faillite immédiat d'établissements bancaires. Et même s'il y avait des vrais problèmes, je pense que les gouvernements feraient tout pour que vous ne perdiez pas votre argent ou qu'il ne soit pas bloqué. Voilà. Néanmoins, il me semble, moi, personnellement, que c'est quand même bien de faire l'effort, d'essayer de trouver un établissement bancaire suffisamment solide qui ne vous embêtera pas et qui ne perdra pas d'argent en cas de crise. Alors, si vous analysez un établissement bancaire, ce que vous pouvez faire en termes de calcul de ratio assez simple et qui ne fait pas appel à des normes comme le BAL 2 ou BAL 3, vraiment, c'est un calcul très simple entre le total de l'actif. Donc là, on a un exemple hein, sur le crédit agricole en France. C'est le bilan, hein, vous avez l'actif et le passif. Donc vous pouvez simplement faire la division entre le total de l'actif, donc ici c'est 2000 milliards d'euros, et vous divisez ça par les capitaux propres par de groupe, ça s'appelle shareholders equity en anglais, donc ici c'est 68. Et donc ça vous donne un ratio, ici on arrive à un ratio de 30 pour le crédit agricole.
Globalement, honnêtement, quand vous commencez à être supérieur à 10 pour ce ratio, supérieur à 10, ça commence à être, je trouve, des niveaux un petit peu trop risqués. Voilà, donc c'est une chose que vous pouvez regarder, vous pouvez faire vos recherches. Le problème, c'est que les établissements français, ils ont tous un peu cette même problématique, hein. Il y a des ratios qui sont pas très bons entre l'actif et les capitaux propres. Voilà, si vous voulez trouver des établissements plus solides, il faut par exemple regarder du côté de la Suisse, hein, à mon avis. Deuxièmement, au niveau du choix de vos devises. Donc là aussi, ça c'est important. Quand vous stockez des devises dans une banque, eh bien faut bien les choisir, hein. Donc moi j'ai fait une vidéo à ce sujet déjà dans lequel il y a une partie dédiée à la gestion des devises. Je vais vous mettre le lien ici. Donc globalement, eh bien en ce moment, au niveau des devises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mouvements très importants, hein, sur les marchés. Par exemple, on a l'euro ici qui a baissé de 20% à peu près au cours de la dernière année par rapport au dollar. En ce moment, la devise qui fonctionne bien, eh bien, c'est le dollar américain, hein. Donc ici, vous avez l'indice DXY. Et vous voyez qu'on est vraiment au plus haut en ce moment, hein. Donc, c'est-à-dire ça mesure la variation de l'US dollar par rapport à un panier d'autres devises. Et c'est vrai que, bah, compte tenu notamment du fait que en ce moment en Europe, on a une crise énergétique, c'était un peu la monnaie qui était la seule un peu concurrente du dollar au niveau international. On risque d'avoir encore plus d'investisseurs qui basculent, hein, de l'euro vers le dollar. Donc on pourrait s'attendre encore à une hausse de cet indice DXY. Pour moi, l'autre valeur qui est très solide aussi, l'autre devise qui est très solide, c'est en Europe, pour rester en Europe, c'est le franc suisse, hein. Parce que c'est un pays qui est plutôt très bien géré, avec une banque centrale aussi qui a une politique qui est pour le coup assez indépendante. Donc voilà, il faut bien garder en tête qu'en ce moment, compte tenu des niveaux d'impression monétaire, hein, très importantes, ça crée de l'inflation, mais ça crée aussi une baisse de la valeur de la monnaie, hein. C'est pour ça que le choix de la monnaie est crucial. Et en même temps, c'est pas simple parce que effectivement, tous les pays développés en ce moment font énormément d'impressions monétaires. Donc c'est difficile de trouver la moins mauvaise, on va dire. Euh, et ensuite, dernier point au niveau voilà, de votre protection. Aujourd'hui, je pense que, compte tenu de ce qu'on a évoqué, hein, des tensions qu'il y a dans le domaine, dans le secteur bancaire, mais aussi de tensions géopolitiques, il me semble assez important de toujours avoir une assurance dans votre patrimoine. Donc la détention d'or physique, ça peut être une assurance. Vous pouvez en acheter via des ETF d'or physique, mais c'est quand même c'est toujours plus sûr, à mon avis, de le détenir vous-même en propre. Donc ça peut être chez vous, ou alors vous pouvez aussi utiliser des services de stockage, hein. Il y en a même qui vous proposent des stockages en dehors de l'Union européenne, voire même à Singapour par exemple. Voilà, donc ça peut être une bonne méthode pour, eh bien, se créer une assurance pour son patrimoine. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao.